Marseille. Il est 23 h ce vendredi-là. Les promeneurs profitent de la douceur du soir. Dans le métro, des familles et des touristes prennent les dernières rames. Mais leur trajet ne va pas se dérouler comme prévu. Sur la ligne 2, un homme sème la panique. À l'arrière du wagon, très agité, une barre de fer dans chaque main, il commence à casser les sièges et les fenêtres. Parmi les passagers, des familles avec de jeunes enfants sont tétanisées. Ils quittent la rame dès que possible. Mais d'autres voyageurs qui attendaient sur le quai montent quand ils s'aperçoivent du danger. Il est trop tard. Ils sont pris au piège. Au centre de vidéosurveillance, les caméras enregistrent la scène. Le conducteur a bloqué les portes du métro. L'individu est maintenant enfermé dans la rame. Il se déchaîne. Au siège de la police des transports, Christophe, brigadier, vient d'être alerté. Ça va. Ciao. À Jules Guez, on a un mec avec une batte de baseball qui est en train de péter les vitres du métro. Il travaille depuis 10 ans dans cette brigade spécialisée. Ce genre de situation peut vite déraper. Pour ne prendre aucun risque, Christophe a appelé une deuxième équipe en renfort. À leur arrivée, l'homme est toujours dans la rame, barre de fer à la main. Pour le neutraliser, Christophe le prend par surprise. L'homme est fortement alcoolisé. Les policiers ont du mal à le maîtriser. C'est bon, allez. Tu peux me lever comme tu veux. Allez, lève-toi, lève, allez. Je lève pas. Allez, arrête. Comme tous les agents qui sont là. Il est conduit au commissariat. La barre de fer qu'il a utilisée est un instrument de remorquage qui aurait pu faire beaucoup de dégâts. C'est toujours un peu physique, mais ça va. On va pas se plaindre, personne n'est blessé, c'est le plus important. Lui non plus, il n'est pas blessé. Donc voilà, je pense qu'il est bien alcoolisé. Donc quand il va retrouver ses esprits, on pourra savoir le fin mot de l'histoire. Christophe et Franck placent l'agresseur en cellule de dégrisement. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Tant que tu restes ici, il faut enlever tout ce qui est dangereux. Donc tu... Non, j'enlève rien. on va te les enlever de force. On va recommencer. Fais-moi plaisir. Enlève tes lacets. Allez, lève-toi. Non, attendez, c'est bon. Non, lève-toi, je vais vider tes poches. Parce que tu vas pas le faire tout seul. Lève-toi. Allez, lève-toi. Allez, fais-nous plaisir. Lève, vas-y, prends-lui les poches. Sous la contrainte, ils parviennent enfin à lui enlever ses chaussures et sa ceinture. Une dernière provocation. Et l'homme terminera sa nuit en cellule. Le lendemain matin, dans les locaux de la police des transports, Christophe a récupéré les images de vidéosurveillance. Il se rend compte qu'ils ont frôlé la catastrophe. Là, il est là, il commence à sortir ses barres de fer. Là, on voit que tout le monde nous regarde déjà. Et là, on voit la peur déjà sur les gens. On voit la petite effrayée là, qui est dans les bras de sa mère. Et là, tout le monde court. Les passagers ont eu une belle frayeur. On n'a pas de victime. Des gens choqués, mais on n'a pas de victime. Donc dans l'état où il est là.
Il aura fait des dégâts. Ouais, il aurait pu mettre un coup de barre de fer sur quelqu'un qui passait. L'homme sera relâché le lendemain matin, en attendant une éventuelle convocation judiciaire. Chaque jour en France, 13 millions de personnes prennent les transports en commun. 6 villes sont desservies par le métro. Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Rennes et Lille. Bus, tramways, trains embarquent eux aussi des millions de personnes. Un univers qui nous est familier, mais y sommes-nous bien protégés? Vol, incivilité, agression. En 2016, la délinquance dans les transports a augmenté de 15%. Les femmes sont souvent visées. Oh là, comme il se colle. Qui se frotte. Là, on peut dire vraiment que c'est une agression sexuelle. Près de 90% des usagères disent avoir été harcelées dans les transports. Le mec, il a juste eu une érection contre mon épaule, mais ouais, c'est hyper choquant et c'est... Pour le coup, moi, j'étais terrorisée, quoi. Et les agresseurs n'hésitent pas à agir en plein jour, au milieu des rames de métro. Moi, j'ai besoin de me soulager. Ça me prend comme ça, comme un mec qui lui manque sa dope et qu'il pète un plomb ou j'en sais rien. Les agressions physiques sont elles aussi en augmentation. Plus de 14% en 2016. Conducteurs et contrôleurs sont eux aussi la cible des délinquants. Vous passez, d'un coup vous entendez et vous avez toutes les vitres du côté qui tombent. Aujourd'hui, certains craquent. Pour moi, j'ai fait mon travail pour que la clientèle soit en sécurité. Face à la délinquance, des moyens conséquents sont déployés. 1600 policiers surveillent les transports en commun. Et chaque année, de nouvelles caméras de surveillance sont installées. Et là, c'est violent quand même. Des coups de pied dans la tête, dans le ventre. C'est un miracle qu'il n'ait pas tué. À Paris, Lille et Marseille, révélation sur la délinquance dans les transports en commun. Marseille, deuxième ville de France, 1 700 000 habitants. La cité phocéenne possède l'un des plus grands réseaux urbains de l'Hexagone. 91 lignes de bus et 2 lignes de métro. À bord, chaque jour, près de 900 000 voyageurs. La moitié sont des voyageuses. Des femmes qui sont de plus en plus victimes d'agressions sexuelles. 9 sur 10 disent avoir été harcelées dans les transports en commun. Il est 14 h sur la ligne de bus 21 qui dessert le sud de la ville. La jeune fille, au premier plan, attend tranquillement son arrêt. Un homme en blanc monte à bord. Il se place près de son siège, très près, et se colle à elle. Ses mouvements ne laissent aucun doute sur son comportement. Tétanisée, la jeune fille n'ose pas faire le moindre geste. Son calvaire dure plus de 3 minutes quand elle part se réfugier près du chauffeur en silence. En descendant, elle aura le bon réflexe. Elle ira porter plainte au commissariat. Au siège de la police des transports, 80 policiers assurent la sécurité des voyageurs. Christophe, 41 ans, va prendre cette affaire en charge. Depuis 10 ans, il est chef d'équipe au sein d'une brigade spécialisée dans les interpellations. Une opératrice lui fait découvrir les images filmées par les caméras vidéo.
Le mieux où on va voir ses agissements, c'est là et là. Okay. Là-bas, tu vas comprendre qu'il se frotte, d'accord? Ouais. Il profite du balancement du bus, on va dire. Ouais. C'est pas comme s'il n'avait pas la place de se mettre ailleurs. Hein. Tout à fait. Il se met exprès dans le couloir, hein. La plateforme, elle est vide. Hein. Oh là, comme il se colle. Là, on peut dire vraiment que c'est une agression sexuelle, parce qu'il y a de la place dans le bus de partout où il peut se positionner. Et il va se positionner à une jeune fille et il va frotter son sexe contre elle pendant tout le long du trajet, alors qu'il a plein d'autres endroits où il peut se positionner et où il peut s'asseoir. Christophe reconnaît cet individu. L'homme a déjà été repéré pour des faits semblables, mais il n'est jamais parvenu à l'appréhender. Voilà, et là, il la surveille. Là, on voit bien. Lui, il descend et elle est toujours en bas. Voilà. Ça lui fait quoi? Des frissons hein, pour la victime, hein, parce que c'est vraiment un pervers, c'est un frotteur. Elle a l'air jeune en plus, la victime. Hein, je ne sais pas quel âge elle a, mais à 19 ans. Là, on voit vraiment que c'est intentionnel. Là, il n'y a pas de doute, c'est intentionnel. Pour ce policier, père de 2 enfants, l'épreuve que vient de vivre cette jeune fille est intolérable. Avec Franck, son coéquipier, il part en patrouille sur le réseau en espérant cette fois mettre la main sur ce harceleur récidiviste. Il commence par la gare Saint-Charles, la gare principale de Marseille. L'homme y a déjà été repéré, en train de chercher des proies. Plus de 30 000 voyageurs empruntent ces couloirs chaque jour. Repérer un individu dans cette foule, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais Christophe et ses collègues ont leur technique. À partir de la vidéosurveillance, on a des auteurs sur des clichés et on cherche à l'identifier. Les hommes de la brigade des transports ne sont pas des policiers comme les autres. Ils sont très physionomistes. Leur mémoire hors norme leur permet d'enregistrer les visages de plusieurs dizaines d'agresseurs. Ils sont capables de les reconnaître instantanément. Une photo que vous allez regarder simplement, nous on va la regarder avec tous les détails. Un petit détail qui ne saute pas aux yeux, nous ça nous saute aux yeux. Une paire de chaussures, une coupe de cheveux, une boucle d'oreille, tout ça, ça va nous permettre d'essayer de retrouver un auteur et d'en avoir la certitude que c'est bien celui qu'on avait sur nos clichés photographiques. Après un quart d'heure de patrouille, aucune trace de l'individu. Mais il n'a pas échappé aux 4600 caméras du réseau. Il vient d'être repéré par un opérateur du centre de vidéosurveillance. Frédéric et Hugues, 2 autres policiers, se lancent à ses trousses. T-shirt blanc, short rouge. L'individu a été vu dans un couloir de métro. Il est ensuite monté dans une rame. Les policiers espèrent l'intercepter sur la ligne. Apparemment, il a recommencé. Le but du jeu, c'est de l'attraper, de le faire en flag. Hugues et Frédéric traversent Marseille à toute vitesse. C'est bon là. Je te récupère, Vieux-Port. Va avec Steph. Attends ici avec Steph. Chaque seconde compte. Le métro ne restera que très peu de temps à quai. Et ouais, là si on le voit, on va essayer de le prendre directement en douceur. Ce qu'il y a, c'est que genre quelques secondes au moment où la rame arrive, pour faire toute la rame vite et essayer de le repérer. Donc il faut vraiment que je sois efficace et rapide. Comme ses collègues, Frédéric a des capacités d'observation exceptionnelles. Sur la photo que j'ai, là, le gars, il a une casquette beige. Il regarde une dernière fois la photo de l'agresseur avant l'arrivée du métro. En un clin d'œil, Frédéric scanne les passagers de chaque voiture. Aucune trace de l'homme qu'il recherche. C'est l'attitude du fugitif, hein. Il essaye de partir, brouiller les pistes, partir d'un côté, faire des coups de sécurité, revenir de l'autre, pour qu'on le perde. Dans la rame suivante, Frédéric tente à nouveau sa chance. Toujours rien. Le frotteur pense avoir échappé à la police. Il se trompe. « 15 jours plus tard, Christophe, Franck et Michael patrouillent dans les quartiers nord, les plus sensibles de la ville. Attends. Soudain,
Une surprise les attend au feu rouge. Au premier coup d'œil, Christophe reconnaît le prédateur. Tiens, regarde. Les lunettes, c'est la même forme. Pareil. Bonjour monsieur, c'est service de police. Vous garez après à côté? Vous habitez Marseille? Garez-vous s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, c'est la police. Hein. Vous présentez le permis et les documents du véhicule. Non, soyez pas inquiets. Oh. Calme. Descendez du véhicule. Où est-ce que vous habitez? Ici, juste ici. Vous êtes connu de la police? Non. Ouais. Pour? Je vais vérifier pourquoi vous êtes connu. Je vous pose une question, monsieur. On se renseigne sur vous. Monsieur! Wallah, j'étais avec ma soeur. Écoutez, vous allez venir avec... écoutez, ne vous énervez pas. Écoutez-moi, regardez-moi. Ouais. Vous allez venir avec nous, on va faire des vérifications à notre service. Ouais. Ok? Mon collègue, il va prendre votre véhicule avec votre autorisation. Et après, vous partirez de notre service. Ok? Pour le policier, c'est l'aboutissement d'une longue traque. Venez, venez. On l'a tellement cherché pendant 15 jours, on avait sa photo en tête, que là, ça nous a fait tilt à tous les trois quand on l'a vu à côté. Hein. Dans la voiture, il commence à mettre la pression sur l'agresseur présumé. C'est soit vous me dites la vérité, et vous aurez peut-être une convocation, soit vous vous entêtez à nier les choses que je vais vous montrer, et à ce moment-là, vous avez des chances de rester avec nous. Mais nous, on sait un truc. On va te montrer, tu dis la vérité, tu sors. C'est ma parole. Mais commence pas à inventer, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, je vous parle pas de hier, d'avant-hier, ça date d'il y a un moment. Est-ce que vous n'avez pas un souci dans le bus avec une personne? Des fois, tu prends le bus, des fois. Moi, je t'ai dit, je t'ai vu déjà dans le bus. Est-ce que vous n'avez pas eu un souci avec une personne? Jamais. Croyez-moi. Si je fais venir la personne et qu'elle me dit... Mais devant moi, je la regarde, je vous dis, oui, j'ai eu ou non? Devant elle. Ok. Marié et père de famille, l'homme reconnaîtra les faits pendant sa garde à vue. Remis en liberté, il est en attente de son jugement. Il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Depuis quelques mois, le harcèlement sexuel fait la une de l'actualité et la parole se libère. Longtemps silencieuse, aujourd'hui, les victimes osent parler. Paris, avec 12 millions d'habitants, l'Île-de-France possède le réseau de transport le plus étendu du pays. 23 lignes de métro et de RER, 316 lignes de bus, un maillage tentaculaire qui permet de traverser la capitale en moins d'une demi-heure. Ici aussi, le harcèlement sexuel fait de nombreuses victimes. Il est 15 h. Dans ce restaurant près de Montparnasse, le coup de feu vient de se terminer. Alors, du coup, où est-ce qu'on en est? Nolwenn, 19 ans, est étudiante en architecture. La gratinée d'abord? Ok, très bien. Depuis 2 ans, elle travaille ici comme serveuse pour payer ses études. Et elle a demandé à son patron de changer ses horaires. Parce qu'avant, je faisais plutôt des services soirs, donc des services au restaurant. Et là, depuis mai-juin, j'ai demandé à travailler plus que le midi. Donc je fais que des gros services midi, le samedi midi ou le dimanche midi. Et de façon à rentrer, qu'il fasse le plus possible jour quand je rentre chez moi, en fait. Nolwenn habite en banlieue, à 1 heure de métro. À plusieurs reprises, elle a subi des agressions pendant son trajet. Hop là. Et voilà. Alors, le lait. Depuis, elle est angoissée dans les transports, surtout le soir. Une appréhension qu'elle partage avec ses clients. De prendre les transports le soir, c'est plus risqué. Peu importe l'heure d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'heure. Non mais... Surtout que vous n'êtes pas le genre d'une petite jeune fille provocatrice, parce qu'il y en a aussi qui sont provocatrices. Et, mais quand bien même. Enfin, vraiment, vraiment, je trouve ça... Il y en a qui font tout pour aussi. Alors, moi, je pense pas qu'on fait tout pour se faire agresser. Moi, je suis convaincue que même une fille qui pourrait s'habiller très décolletée, très maquillée, tout ça, jamais elle a demandé à se faire agresser. Même si je me baladais à poil, c'est pas ma faute. Je pourrais me balader nue dans la rue, le premier qui va me toucher, il a tort. Voilà. Ça devrait pas. Exactement. C'est tout simplement. Par crainte de se faire à nouveau importuner, la jeune fille n'est plus la même dès qu'elle entre dans le métro.
Alors, je suis sur mes gardes, du coup je fais attention à ma posture, à l'endroit où je me place dans le métro. Je fais gaffe à comment je suis habillée, c'est-à-dire que là, par exemple, je vais couvrir mes épaules avec mon débardeur, je fais en sorte de remonter mon décolleté, puis je vais me placer dans un wagon plutôt où il y a des femmes, où je peux me coller par exemple contre un mur. Si Nolwenn prend autant de précautions, c'est parce qu'une agression l'a traumatisée. C'était il y a 4 ans. C'est un métro bondé, heure de pointe, je me suis assise dans une place où il y avait, c'était des places carrées, là, où on est 4 personnes. Et comme il y avait beaucoup de monde, il y avait un homme qui était debout à côté de moi, là, sur mon profil. Et au fur et à mesure du trajet, en fait, j'ai senti qu'il avait une érection contre mon épaule. Et alors là, j'étais complètement figée, quoi. J'étais incapable de faire un mouvement. Petit à petit, il me caressait le dos. En fait, j'avais un haut qui était un peu décolleté dans le dos. Et donc voilà, il y avait ses doigts dans mon dos. Et moi, j'étais complètement pétrifiée. Là, rien que d'en parler, ça... c'est horrible comme sensation. Et du coup, je suis sortie du métro quand on est arrivé à la station avec ma classe. Et là, j'ai eu une crise d'angoisse terrible. On vous sent encore très ému. Ouais, c'était violent quand ça arrive. Alors c'était... en soi, ça paraît pas violent comme ça. Enfin, le mec, j'allais dire, il a juste eu une érection contre mon épaule. Mais ouais, c'est hyper choquant. Et c'est... Pour le coup, moi, j'étais terrorisée, quoi. Depuis, la jeune femme vit dans la peur de se faire à nouveau agresser. Ces 50 minutes de trajet lui paraissent chaque jour interminables. Nolwenn habite en proche banlieue parisienne. Elle vit en colocation avec Camille, une de ses amies. Et les deux jeunes femmes ont des points communs. Un thé vert, un thé noir. Un thé vert comme d'hab. Elles travaillent dans le même restaurant. Camille a également demandé à changer ses horaires pour ne pas devoir rentrer la nuit. Elle aussi s'est fait agresser dans le métro. C'est dans le bus, il s'assoit à côté de moi. Donc il commence à me regarder, à rigoler. Bon, je fais pas très attention. Puis à un moment, je vois que la femme derrière moi part en courant vers l'avant du bus. Mais vraiment, comme si elle avait vu un truc, elle part comme ça, quoi. Et puis je vois les gens à l'avant du bus qui me regardent tous d'une façon gênée. Et je vois qu'en fait, un des deux mecs se masturbait à côté de moi. Et qui s'était mis nu, en fait, il avait enlevé son short, quoi. Et moi j'avais 15 ans, j'avais jamais vu d'homme de ma vie, j'avais des copains mais ça se passait très calmement à mon âge, quoi. Et c'est là vraiment la première fois que j'ai vu un pénis d'homme, c'était dans un bus et j'avais 15 ans. Aujourd'hui, quand les deux jeunes doivent prendre les transports le soir, elles sélectionnent soigneusement leurs vêtements. Ça c'est coloré en plus. Plus de robe courte ou décolletée, mais une tenue camouflage. Je peux mettre par exemple ce pull, il est suffisamment long pour cacher mes fesses, il est... Ouais voilà, c'est le pull dans lequel je me sens cachée en fait. Cacher leur féminité, voilà à quoi ont dû se résoudre les deux jeunes femmes. Je suis un sac immense. Le prix de la tranquillité est lourd à payer. C'est incroyable de se dire qu'en 2017, je prends un risque en sortant de chez moi le soir, quoi. Il y a un couvre-feu, en fait. Un couvre-feu qui est imposé qu'aux femmes. Et dans une société où on est censé être libre, égaux, et... ça n'a pas de sens. Et les victimes sont nombreuses. 40% des agressions sexuelles commises envers les femmes ont lieu dans les transports en commun et dans les gares. Chiffrer le harcèlement sexuel dans les transports est difficile, car seulement 2% des victimes portent plainte. À Marseille, en moyenne, les policiers s'occupent d'une dizaine de cas par an. Une semaine après l'arrestation du harceleur, Frédéric et Hugues repartent sur une affaire encore plus grave. Une femme vient de se faire agresser dans le métro. On a dit qu'elle était suivie au niveau des escaliers et le mec l'a agressée au niveau du parking RTL à proximité, donc pour les employés. Donc en l'occurrence, il lui a montré claquer les fesses.
Bon, d'après, il lui a tenu des propos du style je te démonterai bien, etc. Elle s'est débattue, l'individu l'a saisie au cou, donc elle a tenté de faire du pochon, elle lui a déchiré le t-shirt blanc, donc entièrement. La victime est parvenue à échapper à son agresseur et a aussitôt appelé les policiers. Au centre de vidéosurveillance, les opérateurs sont sur la brèche. Ils ont retrouvé les images de l'agression et elles sont inquiétantes. Nous sommes en plein milieu de la journée, il est 13h30. Au premier plan, la victime s'est endormie. Un homme d'une vingtaine d'années monte dans la rame, il regarde autour de lui, se rapproche de la voyageuse et se masturbe derrière elle. Puis il s'assied et l'observe. La passagère ne s'est rendue compte de rien. Quelques minutes plus tard, elle descend du wagon. La station est quasi déserte, mais l'homme la suit de près. Une main toujours dans son pantalon. Il l'agressera quelques minutes plus tard sur le parking. Frédéric et Hugues se rendent immédiatement sur place. La victime a déjà été prise en charge par une autre équipe. Les deux policiers, eux, vont tenter de retrouver l'agresseur. Justement, ils repèrent un homme seul qui porte un t-shirt blanc comme lui. Bonjour, c'est la police. Je suis le mari. Ah, vous êtes le mari de... Ah, d'accord, ok. Où est-ce que vous êtes? Très bien, parce que vous êtes habillé exactement pareil que celui qui l'a agressé. Votre dame, elle est de l'autre côté du parking. De l'autre côté? Ouais, de l'autre côté. J'arrive. Voilà. Elle va bien? En bas, vous avez vu personne avec un t-shirt déchiré ou quoi? Non, il y avait... Les gars, c'est défendu? Ouais, elle s'est défendue, elle a déchiré le t-shirt, elle a griffé de partout et tout. J'ai vu personne, j'ai cherché dans tous les sens, moi aussi en venant. Ouais, il y avait personne. Il y avait quelqu'un qui correspondait à quelqu'un qui s'est battu, mais... Ça va, monsieur. L'homme, bouleversé, rejoint sa femme. Les policiers continuent leur recherche dans la station de métro. L'agresseur y est peut-être retourné. Hugues descend sur le quai. L'homme a pris la fuite. Deux jours plus tard, nous retrouvons la victime. Elle est encore sous le choc. Et c'est là que ça a commencé. Ça s'est passé très vite. En descendant du wagon, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me regardait bizarrement. Il avait un regard qui n'était pas normal. Et lui, en fait, il est arrivé, il m'a parlé mal, il m'a donné des fessées. Et moi, en fait, quand lui m'a envoyé la main, je me suis défendue. Et là, il m'a redonné notre fessée, il m'a attrapé le cou en disant « Attention, j'ai un couteau ». Et moi, je me suis grimpée sur lui, je l'ai griffé et je me suis défendue comme j'ai pu. Je ne sais même pas comment j'ai pu avoir cette force-là. Grâce à son sang-froid, la jeune femme a fait fuir son agresseur. Au QG de la police des transports, les enquêteurs se mobilisent pour retrouver le fuyard. Christophe étudie les images vidéo. Elles sont un atout précieux. Juste pour on a les images quand il prend le métro et on a des belles images là sur sa description là, qu'on n'avait pas avant. Voilà, là par exemple on l'avait jamais eu sans les lunettes de soleil. Là on voit vraiment son visage sans les lunettes de soleil. En menant son enquête, Christophe fait une découverte. L'homme n'en est pas à son coup d'essai. 2 jours plus tôt, une femme a porté plainte pour agression sexuelle dans le métro. Et les images sont sans appel. Il s'agit du même individu. Là c'est pareil. Il monte, il s'approche d'elle. En la regardant, il se masturbe. Le mode opératoire est exactement le même. Mais cette fois, l'homme descend du métro sans agresser sa victime. En recoupant les dossiers, Christophe trouve d'autres affaires dans lesquelles l'homme est impliqué. On a 4 faits sur des étudiantes. Dans le métro, on a déjà 2 faits, et un fait de l'année dernière. On n'avait pas réussi à l'identifier. C'est quelqu'un qui tape pratiquement tous les jours, dans les transports et en dehors des transports. Un agresseur sexuel en série.
L'individu aurait déjà commis 7 agressions, dont certaines ont été filmées par les caméras de surveillance. Sur ces images, on le voit rôder à la recherche d'une proie. Ici, il accoste une jeune femme à la faculté de médecine. Dans son dépôt de plainte, l'étudiante raconte au policier qu'il a filmé sous ses jupes avec son téléphone, puis qu'il s'est masturbé en regardant la vidéo. Ici, il suit une autre jeune femme dans les couloirs du métro. Elle aussi a porté plainte, victime d'attouchement. Christophe sait désormais qu'il est face à un homme potentiellement dangereux. Deux jours plus tard, au poste de police, l'enquête avance. Christophe a fait le rapprochement avec une affaire plus ancienne. Une fois encore, il pense qu'il s'agit du même agresseur. Je te montre une photo. Ah ouais, quand même. Mais oui. Et les faits, c'est la même Tu te station. rappelles ce qu'on l'a fait, lui? Tu l'as fait avec Burian. Et on l'avait fait pour une agression sexuelle dans le bus. C'est lui, ça? Eh bah oui. On s'est souvenu d'un vieux dossier qu'on avait pour des faits similaires il y a 1 an et demi. On a sorti sa photo et on trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, donc on va vérifier cette piste. Et c'était exactement le même mode opératoire, donc on est confiant. On pense que c'est le même individu. Il y a de fortes ressemblances, la taille, la forme du visage, le mode opératoire, c'est exactement le même. Cette fois, Christophe dispose d'un nom et d'une adresse. Il se rend au domicile de cet homme, mais en chemin, un coup de téléphone le coupe dans son élan. Allô? Ouais, JB. Ouais. Quoi? Tu l'as? Envoie la photo. Ah bah ça va, super. Là? Ouais. Ah, ils l'ont récupéré. Campagne Larousse. Une autre équipe vient de surprendre l'individu. L'homme s'apprêtait à entrer dans le métro. Tout a été filmé par la vidéosurveillance. L'arrestation s'est déroulée dans le calme. Une heure plus tard, le jeune homme va être auditionné par un officier de police judiciaire. Il a 21 ans, il est sans emploi. Ça va, jeune homme? Alors? T'as un problème? Ouais. Comment? Tu vas le régler? Tu t'es déjà fait soigner pour ça? Mais disons que ça marche pas terrible. Ça marche pas terrible? Tu vois, sur le coup, je me rends pas compte. Mais le jour où je vais avoir les nerfs, en ce moment, j'ai les nerfs. En ce moment, j'arrive pas de le dire. Et ses pulsions sont anciennes. L'individu a déjà été condamné à 2 reprises pour des agressions sexuelles. T'es rentré combien de temps à chaque fois? Je suis rentré, j'ai fait 1 an la première peine. Ouais. Et deuxième peine, j'ai fait 6 mois. Mais là, parce que c'est un problème, tu vois, en fait. Et ils t'ont pas donné de traitement, là, mais... Si, tu vas parler du psychiatre et tout, tu es en contact de merde. Là, que je te parle d'un traitement, des cachetons ou quelque chose. Non, mais comme je vais rentrer, je vais leur dire, écoutez, j'ai un problème avec ça, on va en parler, je vais aller au groupe de parole, faire quelque chose. Ça t'a jamais aidé. Mais, tu vois, j'ai besoin de me soulager. Donne-moi la date. Je sais plus, je l'ai pas la vue. Le jeune homme dit être dans l'impossibilité de se contrôler. C'est en pleurant qu'il répond à nos questions. Son témoignage est glaçant. Pourquoi vous faites ça dans le métro? Pour qu'il m'arrive un truc de grave. Tu vois? Que je me fasse planter. Ou un truc de grave. Il n'y a personne qui veut s'occuper de moi. Vous attendez que quelqu'un réagisse? Ouais. Mon père, il a jamais réagi, on m'a toujours mis dehors. Ma mère aussi, pareil. Personne ne s'occupe de moi, donc il va faire ça tout seul. Mais vous retirez du plaisir quand même de ce que vous faites? Non, même pas. La haine. J'ai de la haine. Les jeunes femmes, vous les choisissez comment vous... Je les choisis pas. Comme ça, je choisis pas. Si vous les croisez, vous dites celle-là, Je sais pas, ça me prend comme ça, tu vois. Ça me prend comme ça, comme un mec qui lui manque sa dope et qu'il pète un plomb, ou j'en sais rien. Pareil. Pendant l'interrogatoire,
l'homme avouera l'agression de 2 étudiantes en médecine quelques jours plus tôt, dont une qu'il a violée. Le lendemain de son incarcération, il essaiera de se suicider dans sa cellule. Pour cette dizaine d'agressions sexuelles, il risque 15 ans de prison. Christophe et Franck ont mis hors d'état de nuire un récidiviste dangereux. Je crois que c'est la première fois qu'on rencontre vraiment un violeur en série, quoi. C'est un mec qui montait en puissance, hein, donc on en avait répertorié, je pense, une dizaine de victimes. On aurait pu en avoir 20 ou 30, quoi. Je pense qu'il ne serait jamais arrêté. Et là, on ne sait pas comment ça serait fini, surtout dans les dernières agressions. D'avoir stoppé ça, ça a été un soulagement. Aujourd'hui, un usager sur 2 dit avoir peur dans les transports. Et le harcèlement sexuel n'est pas seul en cause. En 2016, le nombre d'agressions physiques a explosé. Pour lutter contre cette délinquance, les grandes villes sont dotées d'une police spécialisée dans les transports en commun. À Paris, c'est la brigade des réseaux franciliens qui maintient l'ordre dans le métro, le RER et les gares. Avec 1275 hommes, c'est la plus importante du pays. Chaque jour, elle assure la sécurité de plus de 7 millions de voyageurs. Je vous demandais de descendre, on va faire un contrôle de police. Des Parisiens, mais pas seulement. La capitale est la destination mondiale préférée des touristes. Ce soir-là, 3 d'entre eux vont vivre un cauchemar. Station Pont de l'Alma, une ligne de RER très fréquentée par les touristes qui dessert les grands monuments de Paris. Il est 22h50, tout sourire. Ce groupe de Taïwanais découvre la capitale pour la première fois. Dans la rame, 3 inconnus s'approchent d'eux et engagent la conversation. Au départ, l'ambiance semble détendue. Mais rapidement, ça dégénère. Au moment de descendre, l'un des touristes reçoit un coup de pied. Pour ne pas envenimer la situation, les 3 visiteurs quittent la rame. Mais les agresseurs leur crachent dessus. Les jeunes Asiatiques ne se laissent pas intimider. L'un d'eux répond par un coup de poing. L'agresseur lui agrippe alors le bras. Le train redémarre, mais il retient sa victime. Les secondes défilent. Lorsqu'il le lâche enfin, l'homme tombe entre le quai et le train. Le jeune Taïwanais de 28 ans échappe de peu à la mort. Un usager descend sur la voie pour lui porter secours. Il est transféré aux urgences dans un état très grave. Au quartier général de la brigade des transports, c'est le service d'investigation qui prend le dossier en main. Tout l'état-major est mobilisé autour d'Éric. Ce policier chevronné essaye de comprendre ce qui s'est passé la veille. Et là, direct, il lui attrape le bras. Mais ça dure quand même très longtemps. 6 secondes, ça dure 6 secondes. Où il le tient. On voit, il touche à peine le sol. C'est vrai que comme il est petit... Même pour un policier avec 18 ans de service derrière lui. Enfin, après, on va voir les séquelles, mais ça fait froid dans le dos. Éric a besoin du témoignage des amis de la victime. Les 2 touristes taïwanais n'ont pas dormi de la nuit. Encore sous le choc, le premier n'arrive pas à raconter cette scène d'horreur aux enquêteurs. Le second touriste va pouvoir aider la police. Avec son interprète, il revient sur le début de l'altercation.
Parce que moi, je ne comprenais pas le français, donc tout ce que j'ai compris, c'est en anglais. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, les deux, ils commencent à se chamailler. Est-ce qu'ils se disent fuck? La situation aurait alors dégénéré. Quand le RER démarre, le jeune homme tente de secourir son ami, en vain. Son bras a été pris. Et à ce moment-là, j'avançais, mais je n'arrivais pas à avancer aussi vite. Il courait alors, lui? Oui, je parle de là-bas. Oui, je courais après parce que je voulais les séparer. Pour ce touriste taïwanais qui découvre la France, c'est un choc. Il n'a toujours pas de nouvelles de son ami et il craint le pire. I think he may be dead, so I'm very anxious and afraid. I hope he is good. That's all. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est ici que la victime a été prise en charge. L'homme vient de subir 3 opérations. Il est hors de danger. Les policiers commencent l'entretien avec précaution. Si jamais ça ne va pas, vous nous le dites, d'accord? On stoppe. Le jeune Taïwanais est grièvement blessé. Double fracture des 2 bras et des 2 jambes, mais aussi de la boîte crânienne et de la mâchoire. Le jeune homme est un miraculé. Malheureusement pour les enquêteurs, il ne se souvient de rien. On va se renseigner donc régulièrement auprès de l'hôpital pour savoir votre état, hein, d'accord, et on risque de se revoir hein, quand vous irez un peu mieux. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais la convalescence du jeune homme sera longue. Allez, au revoir, monsieur Lee. Les policiers vont tout faire pour tenter de retrouver les agresseurs. Et leur enquête démarre par le pull du touriste. Mais est-ce que c'est bien le gilet gris, là? Oui, pour moi, c'est le gilet. Les 3 jeunes ont agrippé la victime et lui ont craché dessus. Ils ont forcément laissé des traces ADN. Les caméras de surveillance pourraient aussi être utiles aux enquêteurs. Après l'accident, les agresseurs ont pris la fuite. Mais ils ont été filmés. Les policiers les retrouvent rapidement dans leurs fichiers. Ils sont quand même très jeunes. Pour moi, il y en a un qui doit avoir 16-17 ans. C'est celui-ci là. Bien connus pour vol avec violence, les 3 individus sont vraisemblablement mineurs et originaires de Roumanie. Ils n'ont aucune adresse. Donc, on va faire passer l'info et puis quand c'est un policier qui les contrôle, il interpellera. Quelques mois plus tard, l'un d'entre eux est arrêté en Espagne, à Madrid. Il a été extradé vers la France, où il est en attente de son jugement. Les 2 autres, eux, courent toujours. À Paris, un point du réseau très fréquenté par les touristes et les franciliens, la gare du Nord. C'est la plus grande gare d'Europe en termes de trafic. Ici, 700 000 personnes transitent tous les jours à destination de l'Angleterre, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, mais aussi de toute la banlieue parisienne. Des voyageurs qui sont des proies idéales pour les voleurs. En 2016, les vols dans les transports ont augmenté de 17%. Pour endiguer le phénomène, les policiers patrouillent régulièrement dans les rames et dans la gare. Ouais, TN 907 Alpha en reconnaissance dans la gare. Hein. Arnaud, un policier en civil de la BRF, est en planque sur le quai du RER. En cette journée d'été, le métro regorge de vacanciers, chargés de sacs, de valises et de téléphones. Arnaud communique avec 2 autres policiers postés un peu plus loin sur le quai. Là, il y a la rame. On marche tranquille.
Attends, je baisse mon phone. Attends. Ils viennent de repérer 2 hommes, le premier en pull bordeaux et le second en noir. Les policiers pensent que ce sont 2 pickpockets et ils semblent avoir repéré leur cible. Cette touriste, un sac de randonnée sur le dos. Lorsque le train s'arrête, l'un d'eux se colle à elle. Restés à l'écart sur le quai, les 3 policiers de la BRF ne les quittent pas des yeux. Ils doivent les prendre en flagrant délit. Ils se rapprochent des suspects. En profitant de la cohue, les 2 individus s'emparent du téléphone de la touriste. Les policiers les interpellent. Arnaud, resté en arrière, vient en renfort. Il est où le téléphone? Il est où le téléphone? Il est où? Il est parti. T'as bloqué la cave ou quoi? Ouais, mais je peux pas pour l'instant. Les policiers et un des voleurs sont à quelques centimètres du train. Il y a danger si le RER redémarre. Tirez le signal! Tire le signal! Tire le signal! Là où là? Tire le signal! Bah c'est mort. Le train repart, avec la victime du vol à son bord. Elle ne s'est aperçue de rien. C'est bon, tu peux le passer. Le complice est mis à l'écart. Le voleur continue à se débattre et s'énerve. Tu fais rien! Tu fais rien! Ouais, c'est bon. Tu fais rien, monsieur! Tu fais rien! Tu fais rien, monsieur! Je vais opérer le cœur, monsieur! Je vais opérer le cœur! Je vais opérer le cœur, monsieur! Je vais opérer! L'homme dit être cardiaque et crie de plus en plus fort. Une technique pour créer une émeute dans la gare. Ça va pas. Calmez-vous, ça sert à rien de faire ça. Arrêtez. De toute façon, on va vous ramener. Monsieur, j'ai rien fait. On y va. Je vais rien fait. Je vais rien fait, monsieur. Ça sert à rien de crier. Je vais rien. La foule commence à s'agglutiner autour d'eux. Les policiers évacuent rapidement. Là, il fait le coup de je me sens pas bien. Ouais. Le voleur simule maintenant un malaise. T'as fait du cinéma, donc maintenant... Voilà. Alors, vous marchez. Laisse marcher. Marchez. Alors, vous marchez. Oui. Vous marchez. Écoutez-vous. Là, regarde. L'équipe de la BRF se met au calme dans le commissariat de la gare pour effectuer les premiers contrôles. On va desserrer après. Je vais desserrer. Arrête de crier. Arrêtez de crier. Elle est serrée, monsieur. Arrêtez de crier. Elle est serrée, monsieur. Elle est serrée, monsieur. Vous nous arrêtez de crier, je desserre. Oui, laissez-la. Pourquoi comme ça? J'ai dit vous arrêtez de crier, je desserre les menottes. Maintenant vous taisez. Elle est serrée. D'accord? Oui, mais maintenant serrée. Arrêtez de pleurer depuis tout à l'heure. Oui, mais parce qu'elle est serrée la main. Je vais vous desserrer les menottes, je vous le dis depuis tout à l'heure. Vas-y maintenant, messieurs. Vous pouvez pas faire comme lui? Lui, il dit rien depuis tout à l'heure. Oui, je l'ai serré. Il fait pas sa pleurnicheuse. Arrêtez de pleurer. Serrez ça. Serrez la main. Parce qu'elle est serrée, tourne la main. Tourne la main. Le voleur joue sur les nerfs du policier. Loin de la foule, il s'est miraculeusement remis de son malaise. C'est souvent, là vous avez vu, il va mieux, il a retrouvé la santé. De toute façon, il ventilait, il respirait. C'est juste, voilà, pour en rajouter un petit peu. Là, il va très bien. Le téléphone que le voleur avait jeté sur les voies a été récupéré. L'équipe peut repartir au poste. Mais sur le trajet, coup de théâtre. L'un des 2 hommes avoue le vol et innocente son complice. Ah bah voilà. Voilà. Merci, frère. On n'embrasse pas. Non, parce que... De toute façon, c'est à cause de lui que ici. Mon collègue, ils ont vu voler le téléphone. Donc, Merci, frère, merci. Le voleur sera condamné à 2 mois de prison avec sursis. Le second sera relâché. Aujourd'hui, si les usagers disent avoir peur dans les transports, c'est aussi à cause d'un climat d'insécurité qui règne dans ces lieux de passage. Lille, 230 000 habitants. Au cœur de la ville, la gare de Flandre. Ici, 2 lignes de métro se croisent et transportent chaque jour plus de 300 000 voyageurs. C'est l'une des plus grandes gares d'Europe.
Ouverte 19 heures sur 24, elle est devenue le refuge des sans-abri et des marginaux. Allez, c'est parti. Guy a intégré la police des transports il y a 12 ans. Il fait son possible pour que cette population cohabite au mieux avec les voyageurs. Il remarque justement un homme en train d'uriner devant l'entrée du métro. Une incivilité passible de 68 € d'amende. Bonjour monsieur, ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va bien? Vous me dites s'il y a quelqu'un qui vous dérange ici, là? Des enfants, des femmes? Bon, allez, on est parti. Tu te rends compte que tu es en train de pisser, mais c'est écœurant. Ah, c'est pas moi qu'il faut demander pardon. Moi, j'ai l'habitude que vous soyez comme ça. L'homme sera verbalisé et ramené à l'extérieur de la gare. On évite qu'ils viennent trop importuner les usagers de la gare, hein, même si ça peut paraître choquant de faire bouger des SDF ou des gens qui sont dans le besoin. Donc voilà, on les fait bouger, mais bon, c'est peine perdue, ils reviennent. Monsieur, bonjour. Ah, réveil? Ça va? Ouais, allez, d'où? Hop, et voilà! Il est revenu à lui! À force, Guy et ses collègues connaissent tous les habitués de la gare. Ils les appellent même par leur prénom. Bon alors Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive Pierre? Bah rien. Oh, t'as l'air... T'as pris quoi là? Oui, mais j'ai pris aussi des benzodiazépines, du Valium. Ça me casse. Ah, c'est normal que ça te déglingue. Putain, ouais. C'est normal. Putain, mais je suis pas concentré pour la manque, c'est chiant, j'arrête pas de dormir. Putain. Et si, du tertian aussi, du tertian, avec du tertian. Vous connaissez le tertian? Putain, ça rend cadavre. Depuis quelques années, la gare sert de point de rencontre aux toxicomanes. Avec la proximité de la Belgique et de la Hollande, l'île est une plaque tournante de la drogue. Et la gare de Lille-Flandre, un des hauts lieux de deal. T'as quoi là-dedans? Méthadone. Donc on a des seringues, préservatifs, t'as les cuillères, les compresses. Ici, l'héroïne se vend moins cher qu'ailleurs et ses prix cassés attirent des clients de toute la France. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, les 120 policiers de la brigade des transports font la chasse aux toxicomanes. Sur Calais-Dunkerque, on a beaucoup de gens qui viennent faire leurs achats sur l'île. On est proximité frontière et donc les prix sont très attractifs. Donc même à venir faire 100 km en train, même payer un billet de train, c'est plus intéressant de venir le chercher sur l'île. Il est 16 h, Guy et ses collègues patrouillent dans la gare. Sur le quai, un couple retient justement leur attention. Vous êtes venu faire quoi à l'île, les soldes? En fait, on fait un petit tour comme ça. Sur vous, rien de particulier? Ah non, du tout, j'ai rien. Pas d'objets dangereux? Ah non. Pas de produits stupéfiants? Ah non, pas du tout. Vous en consommez pas? Non, non, non. D'accord. L'homme dit ne rien avoir sur lui. Sa femme, en revanche, se fait prendre la main dans le sac. Ok, c'est de l'héroïne? Il y a combien? Hein? 4. Ok. Est-ce que sur vous, il y a encore des produits? Ok. Vous êtes venu en fait pour acheter ces produits-là sur l'île? Cette consommatrice est venue exprès de Calais, à 1h20 de train, pour s'approvisionner. Elle a acheté sa dose directement dans la gare. Donc on a un conditionnement avec des petites bonbonnes. D'après la demoiselle, il y aurait 4 grammes. Tout de l'héroïne, mademoiselle? Cocaïne. Et cocaïne? D'accord. Et ici, c'est en cadeau la cocaïne? C'est un petit cadeau qu'ils vous ont fait? Cette femme est passible de 10 ans de prison pour détention de stupéfiants. Les dealers ont organisé leur trafic autour de la gare, au plus près de leur clientèle. Ils vendent leurs marchandises au grand jour, notamment sur ce parking, juste en face de la station de métro Valenciennes. Toute la journée, ce sont des va-et-vient entre dealers et consommateurs, ce qui agace les policiers. C'est ici un des grands points de rendez-vous pour l'achat de drogue dure. C'est la brigade des stupéfiants qui est chargée de démanteler le trafic. De leur côté, les 120 policiers dédiés au transport mettent tout en œuvre pour empêcher les transactions et préserver la tranquillité des voyageurs. 2 partira voie 4. Il desservira Valentin
Aujourd'hui, Guy va être confronté à une situation dramatique. Un homme d'une vingtaine d'années, drogué, fait la manche avec un bébé. Le fait de faire la manche avec un mineur, c'est un délit. D'accord? Ah bah je savais pas moi. Non, je viens de dire que c'était un délit. Qu'est-ce qu'il y a que vous comprenez pas? Mais c'est rien de mal aussi, monsieur. Mais le policier découvre une bouteille blanche qui n'a rien à faire entre des biberons et des couches. C'est de l'ammoniac. L'ammoniac sert à diluer l'héroïne avant de la fumer. La poussette du gamin, ça sert juste à transporter du matos pour qu'il puisse se shooter. Non, mais non, mais non, mais non. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, c'est pas vrai. Vous faites les carreaux de chez vous avec de l'ammoniac. C'est juste pour nettoyer vos vitres. D'accord. Je vais me renseigner auprès de mon officier de car et je vais voir ce qu'on va pouvoir faire avec vous. Parce que ça c'est trop. J'ai rien fait de mal. Guy, réputé pour son franc-parler, s'énerve de plus en plus. Dans un plastique, il trouve le repas du bébé. C'est moi pour leur plus. Vous appelez ça? Vous trouvez ça normal? Regardez, il y a ce petit Suisse. Oui, bien sûr. Non mais vous avez... C'est avec du scotch. Il y a ses yeux. Il y a ses yeux en dessous. C'est rafistolé avec du scotch. Il y a ses yeux. Mais il vient de le faire tomber là, il y a pas longtemps aussi. Et puis vous avez trouvé du scotch. J'ai demandé du scotch. C'est la faute du gamin. Bah ouais. Il a quel âge, l'enfant? Il a 1 an et demi. C'est pas sa place ici, hein? Mais je sais, monsieur. Vous voulez que je dise quoi? Comment ça se fait que... Vous avez raison, monsieur, continuez à faire la manche. Continuez à faire la manche avec le gamin, vous avez raison. T'es incapable de t'occuper de ton gamin. T'es incapable de ça. Bah moi, je m'occupe de mon gamin. Bah oui, ça se voit. Mais oui. mon gamin. T'es à moitié endormi. T'as ta bouteille pour préparer ton matos et tout. Bah oui, faut arrêter, monsieur. Pense à ton gamin et puis après on verra après. Pour aujourd'hui, c'est pas grave. Traîne encore avec ton gamin, tu vas voir. L'homme repart, mais les policiers ne sont pas tranquilles pour l'enfant. Pauvre gamin. Pauvre gamin. Au lieu de quitter la gare, comme ils lui ont demandé, l'homme s'installe quelques mètres plus loin avec un autre SDF. Cette fois, Guy décide de l'interpeller. C'est des gens qui ont des gamins et ils savent pas s'occuper d'eux-mêmes déjà. Et bien sûr que ça fait de la peine parce que le gamin il ne demande rien, on retrouve dans ses affaires des bouteilles d'ammoniac. Peut-être qu'on va retrouver des pompes à l'intérieur. Les pompes, ce sont les seringues qu'utilisent les toxicomanes. Donc là c'est facile à la limite de dissimuler des doses ou autres dans les poussettes. Hein. C'est pas forcément l'endroit où on viendrait les chercher. Voilà, le sac du bébé. C'est pas trop ce que c'est. Les jouets qui trempent dedans, des restes de frites, un paquet de cigarettes, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais, les yaourts, c'est périmé, c'est tout dégueulasse. Guy, père de 3 enfants, est ulcéré. Et on peut pas se permettre de faire ça à un enfant. Voilà, c'est comme ça. Il y a des trucs qu'on tolère, on passe, on regarde ailleurs. Là, on peut pas. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Ce gamin, ça va être quoi sa vie? Ça va être quoi sa vie? C'est quoi l'exemple qu'il va avoir de ses parents? Venir en gare, faire la manche, avoir de la thune, aller chercher une dose et se taper sa dose. Ça va être ça sa vie. Mais non, il n'est pas malheureux. Il a connu que ça. Depuis qu'il est né, il connaît que ça. Mais non, je suis pas là pour Mais si, il a connu quoi? Il a connu quoi de bien avec toi? Vas-y, une grossesse, je suis d'accord. Moi, je vais faire mon fils. Une équipe de policiers est partie chercher la mère. C'est elle qui est à la garde de l'enfant. Ils savent où la trouver. Elle fait quoi le boss? C'est quoi la mère? Elle bosse dans le Vieux-Lille. Ah. Tapine. Elle arrive au même moment. Ça ne te dérange pas de laisser le gamin en sachant que son père, il y a une bouteille d'ammoniac. Ça ne te dérange pas, ça ne te pose pas de problème de conscience. Et vous avez décidé de lui laisser malgré que c'est un tox. D'accord? Et qu'il fait la manche avec l'enfant. On est bien d'accord? Si, il fait la manche. Arrêtez de faire semblant. Hein? Vous savez très bien ce qu'il fait de ses journées. Il les passe dans le couloir en train de faire la manche. À chaque fois.
tu te rends compte de ce que tu donnes à ton enfant, le lait, tu te rends compte de la gueule du biberon, il est réparé avec du scotch. C'est quand la dernière fois que tu lui as coupé les ongles, le gamin? Parce qu'il y a des ongles, ils sont plus longs que les miens, et il y a de la crasse dessus. Tu le sais ça, tu l'as vu. T'attends quoi pour le prendre en charge, ton enfant? Face à ces reproches, la femme reste muette. Elle attend l'avis de l'officier de police judiciaire pour savoir si elle peut repartir avec son fils. Vous habitez où habituellement avec le petit? Chez ma mère, dans le Pas-de-Calais. C'est quoi votre vie? Vous faites quoi? J'étais SDF avant ma grossesse. Et après, j'étais en CHRS à Roubaix. Et maintenant, j'habite chez ma mère. Et le père, il fait quoi alors à la gare? Lui, il est à la rue. C'est-à-dire? Il est SDF et il fait la manche. C'est bon, je réponds plus aux questions. Guy vient de recevoir les consignes de l'OPJ. L'enfant est en bonne santé. Il le laisse repartir avec sa mère, à contre-cœur. C'est comme ça. Notre travail a été fait. Moi, mon travail a été fait. Ouais, on est en train de parler d'un enfant de 1 an et demi. Ouais, elle est dehors, ouais. Le père, lui aussi, est relâché. Et lui, de toute façon, là, pour lui, il a gagné. Même s'il a été averti par mon capitaine, il a gagné. Il ne s'est rien passé, il n'a pas été mis en garde à vue, il va sortir. Donc pour lui, dans 2 heures, il va aller se retaper une dose et il y aura tout oublié. Quelques semaines plus tard, le petit garçon sera retiré à ses parents par les services sociaux pour suspicion de mauvais traitement. Les enfants restent le talon d'Achille de Guy. Et depuis quelques mois, le policier fait face à un nouveau phénomène, des bébés délinquants. Des gamins de plus en plus jeunes, entre 8 et 10 ans, qui détroussent les voyageurs. Il est 21h. Guy vient d'être appelé en urgence dans une station de métro. Dégage! Le centre de vidéosurveillance a repéré un homme en train de se faire voler au distributeur. Il a attrapé l'enfant au blouson noir, mais l'autre, en anorak rouge, réussit à prendre la fuite. Le gamin se débat, mais l'homme ne lâche pas prise. Les policiers arrivent sur place. L'homme, un touriste de passage à Lille, retient le jeune garçon à l'intérieur du photomaton. Oui, je veux acheter une ticket, un trajet, mais elle m'a volé là-bas. Je l'ai vu, je l'ai remarqué. C'est pour ça, j'ai appelé la police. À l'extérieur, Guy a intercepté le second garçon à l'anorak rouge qui s'était enfui. Alors moi j'ai chopé le petit là, qui est remonté avant. Quand vous descendez, lui il monte. Donc je l'ai mis de côté. Et vous en volez quoi 10 €. Ah, vous l'avez récupéré? Vous voulez déposer plainte? Vous avez déposé plainte pour ça? Ouais. Guy ramène les 2 enfants au poste. Ils sont très jeunes, une dizaine d'années tout au plus. Ouais, Totof, c'est comme ça. Avant de les interroger, le policier visionne les vidéos de surveillance. Le touriste est devant le distributeur pour acheter son ticket. Les petits commencent à l'importuner. Pour avoir la paix, l'homme change d'appareil. Il commande son ticket et introduit son argent. Le garçon au blouson noir annule l'opération et son complice en rouge récupère le billet. Un petit manège qui fonctionne à tous les coups, mais cette fois, le touriste a été réactif. Le billet de 10 €, vous l'avez volé à 2? Tu l'as volé avec ton copain? C'est lui? Ouais, mais t'étais à côté. T'étais à côté. Ton nom? Rita.
Attila. Attila, tu sais comment ça s'écrit, Attila? Non? Tu sais écrire? Les deux garçons sont roms et prétendent ne pas connaître leur nom de famille. Date de naissance? Moi j'en ai. Il sait pas? Vas-y, donne. Parce qu'ils savent pas leur date de naissance, c'est saoulant, c'est saoulant. C'est saoulant parce que c'est pas la première fois qu'ils sont interpellés, c'est pas la première fois qu'on leur demande leur date de naissance et je sais pas, ils s'en souviennent pas, ils veulent pas s'en souvenir. Le jeune âge de ces délinquants déstabilise le policier. Le prénom de ton père? Il est mort. Il est mort, c'est pas grave qu'il soit mort. Enfin, c'est pas grave, si, c'est juste que... Tu sais pas le prénom de ton papa? Bon, écoute, je notais ce que tu me dis, mais ça correspond à rien en fait. Ça veut dire qu'il sait peut-être pas comment il s'appelle. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu sais pas comment tu t'appelles en fait? Oui. Si, tu sais. Vu leur âge, Guy doit ramener les enfants chez eux. Ils habitent dans un camp à quelques kilomètres de l'île. On va aller remettre les jeunes à leurs parents. Et attention, il y a des rocs qui circulent. Fais attention de pas te faire attaquer. Elle est où sa maman? C'est là-bas. Ouais, lui, maman. Bonjour. La maman de jeune homme. Oui. Maman? Maman. Ouais, bah qu'elle vienne. Qu'elle vienne ici. Mais la mère n'a pas l'air pressée de récupérer ses deux fils. Tu continues à aller à l'école, toi? Ouais. Demain. Demain, tu vas à l'école? T'as l'air de sortir du lot un petit peu. Ça va l'école, t'aimes bien? T'aimes bien? Elle est où ta caravane, toi? Là? Eh, si ça vous dérange pas, j'ai pas que ça à faire. Hein. Attends après. L'accueil n'est pas très cordial. Il va chercher le passeport. Eh, c'est la police. Viens. Vous avez le passeport? La mère accepte enfin de recevoir les policiers. Tu dors où, toi? Qu'est-ce que vous faites là? Tu dors ici? Tu dors là-dessus? Ah, c'est un vieux canapé, je pense. Ah ouais, c'est un vieux canapé. Voilà. Et tu dors bien, là? Oui. Quand la guerre l'a volé à Hélène. Ils sont où vos papiers à vous? Ils sont à Hélène. À l'arrière, deux autres enfants dorment sous un tas de couvertures. Ben, il faudrait votre pièce d'identité. Hein? Oh non. Oh, au secours. Au secours. Oh putain. Excusez-nous du dérangement. Hein. Merci. Ah, c'est moi qui vous remercie. Salut. Oublie pas l'école. Hein. Oublie pas l'école. Malgré son expérience, le policier est ébranlé. C'est... Ouais. Là, on est... À un autre siècle, c'est inimaginable. Inimaginable. On est entré dedans. Il y a 4 gamins qui dorment. Il doit faire aller un maximum 0 degré à l'intérieur. Alors c'est à qui la faute? C'est leur faute à eux, c'est la faute des parents, c'est notre faute à nous. Je sais pas. Moi je sais pas. Je sais que je vais rentrer chez moi ce soir. Il sera 2 h du matin et j'aurai pas vu mes enfants et voilà. Et demain, je remettrai ça, certainement. Voilà. On tourne rond. Après 12 ans de police des transports, Guy et ses collègues sont un peu désabusés. Les usagers des transports ne sont pas les seuls confrontés à cette hausse de la délinquance. Les chauffeurs et les contrôleurs sont également devenus des cibles. À Marseille, le phénomène est notamment en recrudescence dans les bus. Vandalisme, incivilité, rixes. Les vidéos de surveillance témoignent de ces agressions. Sur ces images, un chauffeur se fait caillasser. Cette fois, le conducteur s'en sort bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur cette autre vidéo, un chauffeur est pris à partie par 3 jeunes. Il l'insulte. L'un d'entre eux s'exhibe
et lui crache dessus. L'employé commet alors l'erreur de descendre pour s'expliquer. Les jeunes le jettent à terre et le rouent de coups pendant 5 minutes. Quand enfin, il l'abandonne sur le trottoir, l'homme ne tient plus debout. Excédés par cette violence, les chauffeurs ont interrompu le trafic pour ce motif à 9 reprises l'an dernier. Il est midi, dans l'un des 4 dépôts marseillais de la RTM. Ouais, tout à l'heure. À bientôt. Michel, chauffeur depuis 20 ans, travaille sur la ligne B qui dessert les quartiers nord. Une ligne sensible. On pense toujours qu'il peut arriver quelque chose. Il y a des collègues qui, malheureusement, se demandent s'ils vont rentrer entiers à la maison, quoi. Pourtant, nous ne sommes pas des transporteurs de fonds. C'est parti. Cela peut paraître incroyable, mais sur certaines zones considérées comme dangereuses, les chauffeurs ont pour consigne officieuse de ne plus contrôler les tickets de transport des passagers pour limiter les conflits. Bonjour. Aujourd'hui, Michel ne s'étonne plus de grand-chose. Crachats, injures et caillassages font partie de son quotidien. Ah oui, ça j'ai vécu des jets de pierre. Ouais, ça, passé un moment, c'était courant. Vous passez, d'un coup vous entendez et vous avez toutes les vitres du côté qui tombent. Voilà, guet-apens un peu, vous voyez, ils sont cachés derrière des blocs en béton et il y a ça aussi qui fait partie de notre travail. C'est pas normal parce que quand j'ai signé mon contrat, c'était pas marqué sur mon contrat que j'étais là pour me faire insulter, agresser ou quoi que ce soit. Michel a eu de la chance. Dans sa longue carrière, il n'a jamais été agressé physiquement. L'année dernière, il y a eu une 20aine d'agressions de chauffeurs de bus à Marseille. 10h du matin, dans les bureaux de la brigade des transports. Christophe prend en main un nouveau dossier. Un chauffeur de bus s'est fait frapper la veille par un passager. À l'origine du conflit, un berger allemand sans muselière. Ça, c'est le jeune homme avec son chien qui n'a pas la muselière. C'est pour 2 années, vraiment, cela là. Pardon? C'est pour 2 années, cela là. Ouais, mais il faut la mettre, hein, monsieur. Ouais, ça va. Voilà, il lui dit qu'il faut mettre la muselière. C'est obligatoire, dans le bus. Les chiens de cette taille doivent être tenus en laisse et muselés. Le chauffeur de bus, là, il refuse de démarrer tant qu'il n'a pas mis la muselière. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, la muselière, s'il vous plaît. Ah, je vous dis, le chien pour la muselière, continue. Je l'ai pas sur moi. Eh bien, alors, comment c'est? Eh bien, on passe pas, alors, moi, j'ai mon ticket, j'ai payé mon ticket. Moi, je vous dis, le chien, c'est malheureux, on part pas. Moi, j'ai payé mon ticket, on part pas. C'est moi, j'ai payé mon ticket, Le chauffeur refuse de démarrer. La compagne du voyageur s'en mêle. Il y a personne qui se plaît à part vous en fait. C'est quoi votre problème, monsieur? Le chien, c'est un berger allemand. C'est un berger allemand, vous n'avez pas assisté, monsieur. Donc avancez votre bus. Vous savez, vous travaillez, mais il y a des gens dans le bus qui travaillent. Viens, descends. Ouvre le bus, c'est bon, t'as gagné. Le conducteur pense l'incident terminé. Mais alors que le couple s'apprête à descendre, l'homme revient en arrière. Il se déchaîne, puis quitte le bus, laissant sa victime et les autres passagers sidérés. Le chauffeur, le voici, avec ses chiens. Yves est conducteur de bus depuis 15 ans. À la suite de son agression, il a été mis en arrêt maladie. Il reste à la maison, près de sa femme, et il est suivi par un psychologue. J'ai un traitement pour m'enlever un petit peu toute cette angoisse là que j'ai par rapport à cette agression. Et donc, voilà, je ne pensais pas en venir là. Je pensais être plus fort que ça et ne pas en avoir besoin. Mais bon,
Apparemment non. Physiquement, Yves n'a eu comme séquelle qu'un œil au beurre noir. C'est psychologiquement qu'il a été le plus marqué. Pour la première fois, il regarde les images de l'agression. Là, je vois, c'est que le chien, à un moment, il était en liberté tout seul, il n'était pas attaché. Et on n'est jamais à l'abri d'une réaction de l'animal. Et je sais pas si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait, je ne sais pas. Pour moi, j'ai fait mon travail pour que la clientèle soit en sécurité. En arrêt pour une durée indéterminée, Yves appréhende déjà la reprise de son travail. Le mot, peut-être, il est dur, mais j'ai de la haine de cette attitude-là, de ce non-respect, de quelque part qu'on est considéré comme des moins que rien. Et ça, je supporte plus, je supporte plus. Quelques jours plus tard, les policiers ont retrouvé l'agresseur grâce à son passe de transport qu'il avait validé. Christophe veut connaître sa version des faits. C'est pour l'histoire de la muselière, hein, au C'est départ. pour une muselière. C'est pour une muselière. Il vous l'a dit en montant, la muselière, de Oui, pas... oui. Il n'arrêtait pas, et, je sais pas, il cherchait les problèmes. Déjà, j'étais dégoûté sur le coup. Je me suis senti humilié. Parce qu'il me fait descendre du bus, alors que devant tout le monde, il arrête le bus. Selon lui, le chauffeur l'aurait insulté. À un moment donné, il m'a dit, je sais pas, va chez ta mère avec ton chien, ou un truc comme ça. Et voilà, c'est là je me suis retourné, je lui ai mis une gifle, je suis parti. Ouais. Voilà, moi je me suis senti mal sur le coup. Vous avez disjoncté là. Hein? Ah ouais, j'ai disjoncté, ouais. Bon, on va viser le service enquêteur et je vous tiens au courant. Ok. Frapper un agent dans les transports publics est une circonstance aggravante. Allez, on a 2 voitures. L'homme a été condamné à 1 400 € d'amende. Pour limiter les agressions, depuis 5 ans, le nombre de caméras dans les bus a doublé. Chauffeurs et contrôleurs sont maintenant formés pour faire face aux situations les plus délicates. Messieurs, dames, bonjour. Contrôle RTM, merci de présenter les titres, s'il vous plaît. Laissez-moi passer, on va descendre dans la réunion. Stéphane est contrôleur, mais aujourd'hui, il joue un usager stressé qui ne veut pas présenter son billet. Chauffeur, ouvre la porte, s'il vous plaît. Je ne veux pas partir. J'ai pris mon ticket, j'étais pas obligé de Monsieur, on va passer par l'arrière. On pourrait croire qu'il exagère, mais les agents tombent souvent sur ce genre de voyageurs. Je ne sais pas où je l'ai mis. Prenez le temps. Calmez-vous. Vous ouvrez la porte là, c'est bon là. Ça suffit là. Ouvrez la porte. Ça se calme. Allez, c'est bon, ouvrez la porte. C'est bon, on est descendu. Ouvrez la porte. Écoutez-moi, monsieur, vous descendez là. Venez, on descend avec vous. La consigne face à un usager agité, c'est de le laisser partir. L'exercice, cette fois, n'est pas pleinement réussi. Bien, alors les gars, qu'est-ce qui, dans ce que vous avez fait, a semblé marcher? Qu'est-ce qui a moins bien marché? On était 3 à parler en même temps. Si on devait le refaire, si on devait retomber sur cette situation, qu'est-ce qu'on ferait? Un seul interlocuteur. Voilà, un interlocuteur. Si ça marche, on garde l'interlocuteur, sinon on passe le relais. Un interlocuteur à la fois. Parlez fermement mais doucement. Ce sont les conseils dispensés par Michel Bénès, le formateur. Le but est de faire descendre la pression lors d'une altercation et savoir se protéger si un voyageur en vient aux mains. Hey, tu viens de faire chier, toi. Fais pas chier, chèque, fais pas. J'ai rien bu, m'emmerde pas, putain, pas reverrer. Ça peut tout changer, ça peut décider d'une situation qui se calme très vite ou d'une situation qui dégénère avec des conséquences qui peuvent être très graves éventuellement. Ces formations, les chauffeurs et contrôleurs marseillais en ont une fois par an. Et ils en ont bien besoin. Notamment pour les contrôles de billets. Des interventions en apparence ordinaires, mais qui peuvent très vite dégénérer. À Marseille, la fraude est presque devenue un sport national.
Un voyageur sur 5 ne possède pas de ticket. Un manque à gagner important pour la régie de transport. Plus de 23 millions d'euros en 2016. Depuis quelques semaines, une vaste opération anti-fraude est en cours. Ce matin, Christophe, le chef d'équipe, est posté avec ses collègues à la station Chartreux. Mesdames, bonjour. Contrôle de carte, s'il vous plaît. Rapidement, Christophe épingle les premiers contrevenants. J'ai combien là, 30 euros? Non, vous êtes majeur, vous n'avez pas de ticket du tout sur vous, c'est 83 euros. À moins si vous avez la possibilité de régler 30 euros maintenant. La plupart prétendent ne pas avoir de pièce d'identité. Mais Christophe a ses astuces pour coincer les imposteurs. Je vais vous demander de me répéter le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Oui. Oui. Si le fraudeur s'embrouille, c'est qu'il a menti. Vous n'avez pas oublié un là par hasard? Non, oui, il n'y en a pas un qui est bon par rapport à tout à l'heure. Ah ouais? Non, non, pour l'instant, vous n'en avez pas un de bon. Je suis obligé de le refaire entièrement. Je demande juste maintenant, c'est la dernière fois, de me donner toute la vérité. Pour Christophe, impossible de savoir si la jeune femme dit vrai. Comme elle, près d'un tiers des usagers verbalisés ment sur son identité. D'autres voyageurs, eux, tentent carrément d'échapper au contrôle. Monsieur, présentez-nous votre carte, on va regarder. L'homme est un touriste étranger. Son ticket n'est pas à la date du jour. Listen to me. Today is 11. Yes, I know 11, mister. I used 2 cards, but I left. I used the card, but I left on the train. If you don't talk about it. Okay, go to police. Call the police because I bought. Oui, on aurait besoin des services de police sur la station Chartreux pour un contrôle d'identité. Les contrôleurs n'ont pas les moyens de vérifier l'identité d'un voyageur et ils n'ont surtout pas le droit de le retenir contre son gré. Oh, je pense qu'il cherche à s'échapper. Hein. Alors, j'ai pratiquement la certitude qu'il parle français, hein, qu'il comprend ce que nous disons. Et il attend une faille pour sortir. Alors, oui, calmez-vous. Alors que les contrôleurs tentent d'apaiser la situation, un autre voyageur vient s'en mêler. Il explique à l'homme que les agents ne peuvent pas l'empêcher de partir. Vous êtes en train de mettre de l'huile sur le feu, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Ça devient dangereux. Je préfère laisser le contrevenant partir plutôt que mettre mon équipe en insécurité ainsi que les usagers. Donc aujourd'hui, c'est lui qui a gagné. Les services de police, bon, on ne les a pas eus en temps et en heure, donc on laisse... L'homme repart sans être inquiété. Il a échappé à une amende de 80 euros. D'autres usagers, en revanche, en font collection. Dans le dos des agents, un jeune garçon semble attendre quelque chose. J'attends que les contrôleurs partent pour passer. Sinon, on ne peut pas passer, ils vont mettre une amende. C'est vrai, en plus, il n'y a personne qui paye. La plupart, ils ne payent pas. Le jeune homme ne prend jamais de ticket de transport. Alors forcément, il multiplie les amendes. J'en suis à 11 000 euros là. 11 000. Une somme colossale qui ne semble pas l'inquiéter. Dans 2 ans, ça s'enlève. Toutes les amendes de l'RTM, ils s'enlèvent au bout d'un moment. Ouais. Les contraventions impayées s'effaceraient au bout de 2 ans. Pas si sûr. Au cœur de Marseille, au bureau de recouvrement des amendes. Elisabeth et Roger traitent plus de 600 procès-verbaux par jour. Ça, c'est une journée de PV à Marseille. Une journée. Donc 2 journées. 3 journées, oui, c'est énorme. D'après Elisabeth, les 11 000 euros d'amende ne vont sûrement pas tomber aux oubliettes. Vous savez, c'est un peu comme les impôts, ça. Hein.
Si vous leur devez de l'argent, au bout de 2 ans, ils vont retrouver. Donc le jour ou l'autre, la personne va travailler, donc elle va être rémunérée, aura un salaire. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura une arrêt saisie sur son salaire, hein, comme tout bon citoyen. Hein. Surtout que depuis 2016, la loi a changé. À partir de 5 contraventions par an, les resquilleurs sont passibles de peine judiciaire. Le problème, c'est que ces poursuites ne sont pas rentables. Ça coûte beaucoup plus cher que le fait de recouvrer une amende, mais nous, les amendes, c'est plus valeur d'exemple que de l'argent qui rentre dans l'entreprise. C'est vraiment pour sanctionner le contrevenant. Sur 23 millions de manques à gagner, 900 000 € seulement sont recouvrés. Mais les contrôles ont une autre utilité. Ils permettent aussi à la police d'arrêter les individus recherchés ou en infraction. Ce matin, les contrôleurs sont épaulés par les forces de l'ordre. Cette fois, Christophe se poste derrière une vitre sans teint. Ici, on voit les personnes qui passent en double, voire en triple. Et donc, il y a mes collègues qui vont les intercepter pour les contrôler. Casquette orange et le deuxième qui suit. 2 hommes sont passés sans ticket. Celui en orange est arrêté, mais l'autre prend la fuite. Ah, il est au sol. Les agents l'interceptent de justesse avant qu'il ne monte dans la rame. Il a essayé de s'échapper, c'est ça? C'est ça, il a voulu se soustraire au contrôle. Et les agents de police ont pu le rattraper sur le quai. L'homme n'a pas de ticket et surtout pas de titre de séjour. L'individu à la casquette orange donne lui aussi du fil à retordre aux policiers. Ils viennent de trouver un cutter dans son sac à dos. Alors ça, c'est pas un couteau à cran d'arrêt, mais bon, c'est une lame de cutter ou lame de rasoir, il s'en sert pour agresser les gens. Pour le travail. Oh la lame, c'est pour mon travail. Ça ne me touche pas. Enlève ta mèche. Tu peux rien faire. T'as compris, tu peux rien faire. J'ai rien que l'âme de mon travail. Nique ta mère toi aussi. Tiens, pince le genou là, prends la bouche. L'homme a déjà un casier judiciaire. C'est un mec hyper violent. Il y a 2 mois, il n'a pas hésité à se battre avec les collègues, à nous cracher dessus, donc... C'est vous les fils de pute, mais rappelez de moi. Pour éviter que le contrôle ne tourne mal, les policiers préfèrent le menotter. Comme le monsieur là il nous a insulté, on va le ramener pour ça, pour savoir donc s'il est recherché, ce charmant monsieur. L'homme n'est pas recherché, il peut repartir, mais sans son cutter qui a été confisqué par les policiers. L'an dernier en France, près de 130 000 incidents ont été signalés dans les transports en commun.